Quelle est la légende urbaine locale chez toi? C'est une douce nuit d'été au début des années 1990, quelque part dans une ville anonyme des États-Unis continentaux, une ville pas très différente de la tienne. Une voiture d'étudiant universitaire se gare sur le parking d'une laverie automatique fermée depuis 5 ans. À l'extérieur du bâtiment, une seule cabine téléphonique se dresse, un phare de lumière étrange dans l'obscurité du terrain vague. C'est pour cela que les adolescents sont ici. Pas pour traîner et boire de la bière dans la laverie abandonnée comme on pourrait s'y attendre. Ils sont ici pour la cabine téléphonique. Visiter la cabine est un rite de passage pour les jeunes du coin. Selon la légende, elle est hantée, et si quelqu'un y entre seul et décroche le combiné, on lui révélera un terrible secret. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait jamais eu le courage de raconter son histoire après coup. Le garçon qui conduit, un petit gothique maigre nommé Edmund, affirme que ça marche. Il est du coin et connaît toutes les légendes locales. « Je suis venu ici l'Halloween dernier », explique-t-il, « et j'ai vu Brian Miles fondre en larmes. » Les autres étudiants dans la voiture pensent encore qu'il ment. Brian est le quarterback vedette de l'école, et aucun d'eux ne peut l'imaginer pleurer en aucune circonstance, encore moins à cause de quelque chose qu'il a entendu au téléphone. « Ce ne sont pas toujours de mauvais appels », explique Edmund. « Parfois, il y en a un bon, mais tu ne le sauras que si tu essaies. Les étudiants sortent tous de la voiture et font la queue pour utiliser le téléphone. » Poussé par les autres membres du groupe, Edmund passe en premier. Il entre dans la cabine et le téléphone sonne. Quand il décroche, il y a une voix féminine à l'autre bout du fil. « Bonjour Edmund », dit la voix. « C'est Heather. Je veux que tu saches que je suis vraiment désolé de t'avoir embêté quand on était enfant. La vérité, c'est que j'avais un faible pour toi, mais j'avais trop peur de faire quoi que ce soit. J'aimerais vraiment que tu m'appelles un jour. » Edmund raccroche. James est la prochaine personne à essayer le téléphone. Quand il décroche, la voix à l'autre bout du fil est celle de son père. « Mon fils, » dit son père avec un lourd soupir. « Je crois qu'il est temps de t'annoncer que ta mère et moi divorçons. » James raccroche, incertain de ses sentiments après ce qu'il a entendu, puis retourne s'asseoir dans la voiture. La prochaine personne à s'avancer, c'est « Eh bien, je ne sais pas comment le dire autrement. » C'est toi, oui toi, qui regarde en ce moment. Tu étais dans la voiture avec les autres. Maintenant, devant la cabine téléphonique, tu décroches et écoutes la voix au bout du fil. Et dans le plus étrange des retournements de situation, la voix à l'autre bout du fil, c'est moi, Dr Bob, de la chaîne YouTube Dr Bob. Ma voix dit « Écoute, ton nom. Je sais que nous n'avons pas souvent l'occasion de parler, mais je ne peux plus le garder pour moi. Je dois te dire de t'abonner à ma chaîne YouTube pour que je puisse apparaître dans ton fil d'actualité et d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi rejoindre mon Patreon et obtenir des bonus exclusifs comme des vidéos non censurées, le droit de vote sur mes prochains sujets et des contenus inédits en coulisses. C'est vraiment une super offre. Tu hoches la tête et raccroches, sachant ce que tu dois faire. Ensuite, c'est au tour de Janet, l'une des filles. Elle se porte volontaire pour y aller ensuite parce qu'elle est nouvelle dans ce groupe d'amis et qu'elle a hâte de faire bonne impression. Elle prend une profonde inspiration et entre à l'intérieur. Le téléphone sonne. Elle décroche. « Allô ?» dit-elle dans le combiné. « Salut Janet !» La voix à l'autre bout du fil est celle de Sophie, sa meilleure amie depuis l'enfance. « Dès que tu es partie à la fac, j'ai commencé à coucher avec Jason. Seulement quelques fois, puis j'ai arrêté, mais je me sens très mal. » Le visage de Janet devient rouge et elle raccroche violemment le téléphone. Jason est le nom de son petit ami à qui elle n'avait pas eu l'occasion de parler depuis plusieurs mois. Tamara, la dernière du groupe à utiliser le téléphone, est une fille du coin qui tente d'impressionner les garçons en jouant les durs. Elle décroche. « Bonjour Tamara !» Tamara ne reconnaît pas tout de suite la voix au téléphone. Elle lui demande « Qui êtes-vous » ?« Je connaissais ton amie, Kate, » dit la voix. Avant qu'elle ne disparaisse. Une sueur froide envahit Tamara. Kate a disparu il y a 5 ans. La police avait commencé à parler d'une affaire non résolue. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande-t-elle. « Pourquoi me dis-tu ça ?»« Parce que je l'ai tuée, » dit la voix. « Ça me ronge de l'intérieur. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. » La voix au téléphone donne plus de détails sur son ami, qu'il ne pourrait connaître que s'il disait la vérité. Tamara ne le supporte plus. Elle raccroche le téléphone et quitte la cabine. Les autres demandent ce que le téléphone a dit, mais elle ne peut pas leur répondre. Elle rentre chez elle à pied, ne voulant pas s'attarder. Le lendemain, elle informe la police de ce qu'elle a entendu, sans pouvoir expliquer comment elle savait où le tueur cachait le corps. Du stress, des larmes, de la rage, parfois même du soulagement.
Ces sentiments sont courants pour toute personne interagissant avec SCP-467, la cabine téléphonique confessionnelle. Cette cabine téléphonique, en apparence ordinaire, reçoit un appel d'une personne connue du sujet, vivante ou non, dès qu'on y entre. En fait, l'appel semble se dérouler entièrement dans la tête du sujet, car les relevés téléphoniques confirment qu'aucun véritable appel entrant n'a jamais lieu. Pendant l'appel, la personne à l'autre bout du fil divulguera des secrets, des choses que le sujet recevant l'appel ne pourrait absolument pas connaître. Ces secrets vont de l'inoffensif à l'explosif, voire franchement sinistre dans bien des cas. La fondation SCP, découvrant la cabine téléphonique confessionnelle au début des années 90, a d'abord tenté d'arrêter les phénomènes en débranchant simplement le téléphone. Cela a bien fonctionné pendant un certain temps, mais ensuite, à mesure que le nouveau millénaire avançait et que les téléphones portables personnels devenaient de plus en plus courants, des rapports concernant le téléphone hanté ont recommencé à circuler. Il s'est avéré que c'était la cabine elle-même, et non le téléphone, qui était à l'origine de l'anomalie. Tant qu'une personne se trouve à l'intérieur de la cabine, tout appareil de communication personnelle qu'elle possède devient une extension de l'influence psychique de la cabine. Après cette découverte, la cabine a été retirée et stockée avec les artefacts anormaux. Le téléphone n'a pas besoin de sonner, bien que les témoins, y compris le sujet, se souviendront d'un appel. L'analyse des enregistrements vidéo révèle que les sujets ne décrochent jamais le téléphone. Cependant, des appareils d'enregistrement audio placés dans la cabine peuvent capter les appels. Une autre limitation qui a été découverte concernant SCP-467 est qu'il ne permet qu'un seul appel par personne et par jour. Si une personne qui a déjà parlé à quelqu'un via la cabine téléphonique y retourne dans les 24 heures, il ne se passera rien. En raison de la nature du personnel de classe D, de nombreux tests ont donné lieu à des appels de nature plus provocante et salace. Un membre du personnel classe D, récidiviste violent, a reçu un appel de sa mère. « J'ai tellement honte », aurait-elle dit en pleurant. « Je pense que c'est de ma faute si tu es devenu comme ça. Je n'ai pas bien élevé toi et tes frères. » Après cet appel, le membre du personnel de classe D a été très perturbé et a demandé pendant quelques jours la permission d'appeler sa famille. Sa demande a été refusée. À l'opposé, un autre membre de la classe D, condamné à mort pour un meurtre brutal d'il y a des années, a reçu un appel de la famille d'une de ses victimes. Le père de la jeune fille a mené la plupart des discussions. Il a dit aux membres de la classe D que, même s'il n'oublierait jamais, il pensait qu'un jour il pourrait être pardonné. C'était étrange à entendre, et la classe D est restée mal à l'aise toute la journée. Un autre membre de la classe D, condamné pour agression, a été contacté directement par une de ses victimes, toujours en vie et ayant beaucoup guéri depuis l'attaque. Elle lui a dit qu'elle avait déménagé dans une nouvelle ville et qu'elle avait créé un groupe pour apprendre l'autodéfense aux femmes. Bien que le membre de la classe D ait été perplexe après l'appel, son moral s'est amélioré les jours suivants. Toutes les appels n'étaient pas aussi pesantes. Un membre de la classe D a reçu un appel d'un chercheur présent dans la pièce, même si personne ne l'a vu décrocher le téléphone. Au téléphone, le chercheur a dit à la classe D que le membre de la classe D avait une coupe de cheveux horrible. Le membre de la classe D a quitté la cabine et a demandé des comptes au chercheur à ce sujet. Le chercheur a admis que, oui, il pensait que la coupe de cheveux du membre de la classe D était, je cite, « vraiment stupide ». Le membre de la classe D était d'abord agacé, mais très vite tout le monde a pu en rire. D'autres n'ont pas eu autant de chance. Un autre membre de la classe D, également condamné pour meurtre, a simplement entendu sa victime crier de rage pendant 5 minutes. Un autre membre de la classe D a entendu quelque chose qui l'a bouleversé au point de le plonger dans une rage violente et des sanglots hystériques. Nous ignorons ce qu'il a entendu. Il était impossible de le réconforter et il a dû être éliminé après s'être violemment attaqué au chercheur qui menait le test. Un membre de la classe D a reçu un appel de lui-même en testant la cabine. Ce membre de la classe D, ancien d'une organisation terroriste d'extrême droite et condamné à mort pour avoir assassiné un homme politique dans sa ville natale, a entendu sa propre voix lors de l'appel, révélant des désirs homosexuels refoulés. « Si j'avais été plus honnête envers moi-même, disait la voix, peut-être que je ne me serais jamais retrouvé ici. » Cela n'a pas du tout plu à ce membre de la classe D, et il a immédiatement tenté de détruire la cabine. Son élimination par le personnel a suivi peu de temps après. Dans un autre cas, lors d'un test où la cabine utilisait la voix d'une personne, les chercheurs ont repris un sujet déjà utilisé pour des tests d'amnésique pour observer les résultats. Le sujet a reçu un appel avec sa propre voix, décrivant des détails que le sujet avait oubliés à cause des amnésiques. Le sujet était confus et les chercheurs se sont demandé brièvement si l'expérience permettrait de retrouver des souvenirs perdus à long terme. Ce ne fut pas le cas. Le Dr. Wright, le chercheur principal sur SCP-467, a également testé personnellement la cabine à plusieurs reprises. On ne sait pas quelle était la nature des appels lors de ces occasions.
La première fois, le matériel d'enregistrement a été déconnecté et il a refusé de révéler la nature de l'appel à quiconque. Peu importe le sujet, les autres chercheurs ont remarqué que le Dr. Wright semblait déprimé et a exprimé des doutes sur son travail à la Fondation qu'il n'avait encore jamais formulé auparavant. Après quelques jours, il semblait remis. Le second test du Dr. Wright était plus inquiétant. Des enregistrements ont capté la voix d'un enfant au téléphone. Dès que le Dr. Wright a reconnu la voix, il a éteint les appareils d'enregistrement et demandé la suppression du rapport de test des archives. Le Dr. Iceberg, un autre chercheur principal, a vécu une expérience similaire, mais moins troublante, lors du test de la cabine. Comme pour le Dr. Wright, le sujet de sa conversation n'a pas été enregistré. Nous ne pouvons que supposer que c'était grave, car 2 jours plus tard, il s'est battu physiquement avec un autre chercheur du site 17 et a reçu une réprimande formelle. Des recherches suggèrent que la cabine agit aussi sur des intelligences non humaines. Jusqu'à présent, la seule autre anomalie qui a été testée avec la cabine est SCP-1599, le robot espion cassé. SCP-1599 a reçu un appel de son créateur affirmant qu'il avait perdu son signal et qu'il était incapable de le récupérer. Cependant, SCP-1599 a catégoriquement nié que ce message ait pu venir de son créateur, accusant plutôt les scientifiques de la Fondation de lui jouer un tour. Un autre élément intéressant du puzzle qu'est SCP-467, c'est qu'on a observé que les appels devenaient de plus en plus bizarres et inquiétants à l'approche des fêtes d'hiver américaines, en particulier Thanksgiving et Noël. Les premiers cas enregistrés de sujets recevant des appels de leur propre voix, par exemple, ont eu lieu début décembre et fin novembre. C'est aussi la période où les appels de personnes décédées se multiplient. Plus étonnant, durant les fêtes, certaines personnes ont reçu des appels de personnes inexistantes. Dans un cas, il s'agissait simplement d'une voix que la personne ne reconnaissait pas, parlant de choses qui n'étaient jamais arrivées ou qui étaient arrivées à quelqu'un d'autre. Dans un autre cas, c'était une voix prétendant être l'ami imaginaire d'enfance de la personne. La théorie actuelle explique que le caractère plus inhabituel des appels de la cabine pendant les fêtes serait dû à un stress général élevé et à la pression sociale poussant à minimiser les conflits, ce qui entraîne plus de sentiments refoulés. Cependant, cela n'explique pas vraiment comment la cabine téléphonique peut parfois inventer des choses. Il semblerait que la véritable nature de la cabine soit d'encourager les gens à être plus honnêtes les uns avec les autres. Peu importe à quel point vous essayez de cacher des secrets aux personnes qui vous entourent, la cabine téléphonique fera apparaître une version de vous qui révélera volontiers même vos secrets les plus profonds et les plus sombres. Il n'est pas clair si les forces derrière cette anomalie voulaient que cela nous nuise ou nous profite. Se voir confier un secret peut parfois soulager, comme si un poids disparaissait des épaules. D'autres fois, cela mène au chaos et tout ce que vous pouvez faire, c'est souhaiter ne jamais l'avoir entendu. Si vous entriez dans la cabine téléphonique, qui pensez-vous vous appellerait? Et qu'aurait cette personne à vous dire? Merci d'avoir regardé, et pour poursuivre votre éducation sur les anomalies, je vous recommande de consulter un autre de mes dossiers, comme SCP-971, livraison de restauration rapide exotique.